Cérémonie de prestation de serment au Gabon. Le président réélu Ali Bongo Ondimba reprend les rênes du Gabon pour un deuxième septennat. En RD Congo, l'Église du Christ au Congo réaffirme son soutien au dialogue national. Elle se dit favorable aux conclusions qui sortiront du forum. Puis au Mexique, 2 ans après la disparition des 43 étudiants, leurs parents continuent de garder espoir. Ils espèrent les retrouver un jour vivants. Heureuse de vous savoir au rendez-vous, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. On démarre cette édition par une note du Tchad où 4 étudiants responsables de l'Union nationale des étudiants ont été arrêtés ce mardi. C'était au lendemain de manifestations pour protester contre la suppression des bourses d'études. Les étudiants de l'université de N'Djamena, qui sont en grève depuis 10 jours, ont annoncé une marche mercredi pour protester aussi contre la suppression des bourses. Notons que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a interdit toute manifestation sur l'ensemble du territoire national, selon un arrêté publié mardi. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a prêté serment ce mardi pour un deuxième septennat. La cérémonie est intervenue 4 jours après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle qui a rejeté la requête de son rival Jean Ping. Imaginons. Main gauche sur la Constitution et main droite levée vers le drapeau national, Ali Bongo prend pour la 2e fois les rênes du Gabon. Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous, je le jure. Le peuple gabonais a fait le choix de la démocratie et de l'État de droit. Je voudrais cependant déplorer les événements malheureux qui ont suivi l'annonce des résultats du 31 août dernier. Son investiture a été saluée par des coups de canon tirés au palais présidentiel, siège de la cérémonie. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la présidente de la Cour constitutionnelle qui a préalablement rappelé la décision des 9 juges constitutionnels rendue dans la nuit de vendredi à samedi. La cérémonie a également connu la présence de 4 chefs d'État africains venus du Mali, Niger, Togo et de Sao Tomé. Le Sénégal, le Tchad, le Congo, la Centrafrique et le Maroc se sont fait représenter par leur Premier ministre. Quant à la France et les États-Unis, ils étaient représentés par leurs ambassadeurs respectifs à Libreville. Rappelons qu'Ali Bongo a été réélu avec 50,66% des suffrages face à Jean Ping qui a obtenu 47,24% des suffrages. En RD Congo, l'Église du Christ au Congo ECC soutient le dialogue national et se dit favorable aux conclusions qui ressortiront de ce forum politique. Voilà ce qui ressort d'une réunion tenue ce mardi à Kinshasa entre les chefs de l'ECC et le facilitateur du dialogue, Edem Kodjo. Nous avons voulu faire une mise au point sur les déclarations qui sortent par-ci, par-là. Si c'est de côté de confession religieuse, que ça soit clair que si nous faisons une déclaration, comme on a fait la dernière fois, ça engage toutes les confessions religieuses de la République démocratique du Congo. Mais si une communauté religieuse ou une église comme la mienne, l'Église du Christ au Congo, fait une déclaration, ça n'engage que cette église-là. Et que ça soit clair dans l'opinion et parmi les gestionnaires des opinions ou la classe politique ou toute la société. Et même si on termine le dialogue, il y aura des déclarations à gauche, à droite. S'il y a une église, une communauté ecclésiale qui fait une déclaration sans passer par ces forums, ça l'engage seul.
Un djihadiste malien a été condamné ce mardi lors d'un verdict historique à 9 ans de prison par la CPI pour avoir démoli des mausolées protégés à Tombouctou. Un jugement considéré comme un avertissement pour ceux qui détruisent le patrimoine de l'humanité. Cependant, aux yeux des défenseurs des droits de l'homme, on pouvait faire mieux. Les détails. À Tombouctou, des habitants se sont félicités de la décision des juges, y voyant une leçon et un exemple. C'est historique, surtout dans le cas du Mali depuis 2012. C'est la première fois qu'un verdict est donné et le jugement est symbolique. Nous retenons la signification symbolique de ce verdict, a laissé entendre le professeur Bakary Camara, secrétaire général adjoint de l'Association malienne des droits de l'homme, avant de poursuivre. 9 ans d'emprisonnement, c'est pas mal du tout. Mais nous souhaiterions quand même que les investigations continuent, que Al-Mahdi et ses complices soient poursuivis pour d'autres crimes. Des crimes sexuels, des viols, des mariages forcés qui ont été commis au nord, à Tombouctou. Les ONG avaient néanmoins regretté au début du procès que les charges contre Al-Faki Al-Mahdi n'aient pas été élargies pour inclure les autres crimes reprochés à la Hisba, dont des crimes de torture, de violence et la mise en esclavage sexuel de femmes de Tombouctou. Human Rights Watch a ainsi appelé le Mali à jouer un rôle plus actif dans les poursuites pour des crimes de guerre sur son territoire, a indiqué l'ONG dans un communiqué. Amnesty, de son côté, a rappelé les centaines de civils tués, torturés ou violés et invité la procureure à continuer ses enquêtes. Ce jugement peut constituer un signal fort envers les criminels de guerre. Les criminels qui commettent des crimes contre l'humanité, c'est un avertissement pour les dire que alors l'impunité ne sera plus acceptée. Alors que de nombreux sites sont régulièrement détruits en Syrie ou en Irak, ce jugement envoie un signal fort contre la destruction de biens culturels, a affirmé dans un communiqué la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj était en visite à Paris ce mardi. Pour la circonstance, l'homme s'est dit prêt à former un nouveau gouvernement plus inclusif. Reportage. Le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj a effectué une visite à Paris où il a été reçu par le chef d'État français. Un des sujets brûlants abordés par les deux hommes, comment ramener la paix en Libye en donnant priorité au dialogue et à la réconciliation avec les forces du maréchal Haftar qui contrôlent les ressources pétrolières du pays. Le Premier ministre libyen met également l'accent sur l'urgence de la formation d'un nouveau cabinet ministériel. Nous allons prochainement soumettre au Parlement un nouveau cabinet ministériel. Nous espérons que le Parlement va se réunir et qu'il ne nous répondra pas dans 6 mois comme il l'a fait la dernière fois. J'ai rencontré Khalifa Haftar par le passé et nous avons eu un dialogue franc et nous le continuons de façon indirecte au sujet de la nécessité d'unifier l'institution militaire et de reconstruire les forces militaires et de sécurité pour faire face aux défis qui nous attendent. En Libye, le gouvernement d'union nationale gère les affaires courantes, mais faute de légitimité, il peine à asseoir son autorité dans l'ensemble du pays, notamment en raison de l'opposition de l'autorité du maréchal Haftar dans l'est de la Libye. Notons que pour l'instant, le Parlement n'est pas favorable à la composition d'un nouveau gouvernement. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social du Bénin s'est ouverte ce mardi à Cotonou, au siège de l'institution. Il s'agit là de la dernière session de l'année consacrée, comme l'exige la Constitution, à l'examen du projet du budget général de l'État. Reportage. La deuxième et dernière session ordinaire du Conseil économique et social du Bénin s'ouvre dans un contexte socio-économique marqué par les conséquences de la crise économique du Nigeria. Le Bénin est aussi en plein dans les réformes entreprises par l'État dans le cadre des finances publiques. Les présentes assises, ouvertes pour 30 jours, vont s'appesantir entre autres sur le budget général de l'État de l'année 2017. Mais pour ce faire, le gouvernement devra envoyer dans les délais le projet au Conseil économique et social. Il me plaît d'inviter le gouvernement à faire prendre toutes les dispositions en vue d'une transmission en temps utile du dit document au Conseil économique et social. D'autres préoccupations de grande portée économique et sociale seront également abordées avec l'étude
de nouveaux sujets d'autosaisine sur des thématiques suivantes. La contribution des industries de transformation des produits locaux au développement économique et social du Bénin. La transhumance pastorale en République du Bénin. État des lieux, problèmes et approche de solutions. Enfin, la problématique de la qualité de l'enseignement dans les cours primaires et secondaires en République du Bénin. Dans ce sens, des thèmes de référence seront élaborés. Des équipes descendront également sur le terrain pour toucher du doigt la réalité. Au Mexique, les parents et proches des 43 étudiants disparus depuis 2 ans continuent d'espérer qu'ils les retrouveront un jour vivants. Ils ont transformé les salles de classe de leurs enfants en dortoirs où ils dorment à même le sol en attendant leur retour. Reportage. 2 ans après leur disparition, cette salle de classe improvisée en campement reste le foyer des parents des 43 étudiants mexicains. Ils étaient fermiers, boulangers ou femmes au foyer, mais ont tout abandonné pour se consacrer à la recherche de leur enfant. Maria Elena Guerrero vit ici depuis que son fils Giovanni a disparu en septembre 2014. Sa fille de 18 ans qui reste à la maison à 4 heures de route d'ici lui manque parfois. Mais Maria Elena dit qu'elle n'abandonnera pas, elle retrouvera Giovanni. Parfois, je ne rentre pas chez moi pendant 2 mois parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors ma fille me dit « Maman, reviens parce que je me sens seule ». Donc j'y vais quelques jours, elle reprend des forces, et moi aussi. Après, elle me dit « Maman, retourne-y, on ne peut pas rester sans rien faire. Il faut que tu te battes pour mon frère. Moi aussi, j'ai besoin de toi, mais mon frère a besoin de nous deux. » Les autorités mexicaines ont conclu que les 43 étudiants avaient été attaqués par des policiers municipaux qui les auraient livrés à un cartel de drogue. Ces narcotrafiquants les auraient confondus avec des membres d'un cartel rival et les auraient tués avant de les incinérer dans une décharge. Mais cette version a été contestée par des experts indépendants. Leur rapport a redonné espoir aux parents qui se serrent les coudes et préfèrent lutter ensemble pour que les autorités retrouvent les disparus. On s'entraide parce qu'on n'a rien d'autre. On est ici ensemble et on ressent la même souffrance, la même douleur. Ce qu'elles endurent, je l'endure aussi. On se sent comme une famille ici. Le cas de ces 43 étudiants est devenu emblématique de la crise des droits de l'homme dont souffre le pays. Aujourd'hui, plus de 28 000 Mexicains sont portés disparus selon le gouvernement. La lutte sans relâche des parents d'Ayotzinapa a encouragé d'autres familles à chercher leurs proches. Mario Vergara a pris la tête d'un groupe appelé Les Autres Disparus et dit avoir retrouvé 150 corps dans des fosses ces 2 dernières années. Pour moi, les héros de cette histoire sont les parents des 43 étudiants. Un membre de notre famille a disparu, mais on ne l'a jamais cherché, par peur, à cause des menaces, pour tout ce qui arrive après une disparition. Eux, ils nous ont appris beaucoup de choses. Ils nous ont appris à nous battre, à chercher ce qui a disparu, ce qui nous a été enlevé. S'ils n'étaient pas là, on serait toujours à la maison, apeurés, sans rien dire. Les autorités judiciaires disent qu'elles vont désormais utiliser une technologie laser pour tenter de repérer des fosses clandestines. Un espoir de plus pour ces familles qui ne cessent de rappeler le souvenir de chacun des étudiants. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt.